Merci bien. Et maintenant, Robert Gildea va nous donner la conclusion de la section historique. Tout de suite. Oui. Tout de suite, et après, à moins qu'on fasse... Oui, allez, oui, non, on fait ça et on fera tout ensemble. D'accord. Alors, l'école m'a demandé de faire ce travail très difficile, de résumer tous les travaux d'un jour et demi. Et voilà, je vais faire de mon mieux. J'ai pu préparer quelques bagages, mais je suis obligé aussi d'attraper un train qui est en marche. J'ai choisi comme titre pour cette conclusion « Lecture d'hier, chantier de demain ». Et beaucoup de vous reconnaîtraient que j'ai piqué ce titre de François Bédérida, qui s'en est servi pour son article dans le XXe siècle, il y a 30 ans. Ceci dit, j'ai aucune de ces prétentions cet après-midi. Alors, ce que je vais faire, c'est de dire que, analyser un peu de ce qu'on a dit ces derniers jours, et aussi d'essayer de regarder en avant pour souligner quelques éléments qu'on pourrait approfondir à l'avenir. Donc, je crois qu'on a travaillé sur un certain nombre de grands axes qui se recoupent. Alors, donc, vous avez la résistance à Alger, enfin, vous avez Vichy, vous avez Vichy en Afrique du Nord, vous avez la résistance à Alger. On a discuté de la France libre, la France combattante et de ce que Christine Levis-Touzé appelle l'armée de libération. On a parlé de la guerre et des grandes puissances, et on a parlé de la communauté juive et de la communauté musulmane. Alors, pour commencer avec Vichy, on a beaucoup travaillé sur les camps d'internement d'Afrique du Nord, avec les présentations de Jacob Olliel, Tramour Kemener, Bernard Sicot et de Nicole elle-même. Je vais retenir une chose, c'est que on a beaucoup discuté le nombre des camps et le nombre des victimes, le nombre des internés. Je dirais que on a parlé du régime militaire qui était appliqué dans cette région. Je dirais que le manque de renseignements qui rend le comptage difficile, le manque de renseignements est un fait du secret militaire dans cette zone interdite. Et le fait qu'on ne connaît pas, ou on semble ne pas connaître le nombre de musulmans internés est un fait colonial. Vous savez, la réflexion de Claude Bourdet, l'ancien résistant Claude Bourdet, il a parlé de votre Gestapo d'Algérie dans son article, je ne sais pas, c'est 55 ou 6, enfin, votre Gestapo Algérie, on pourrait dire aussi votre Algérie d'Algérie, parce que c'était ce qu'on voit en Algérie, au moment de la guerre d'Algérie, c'est ce qu'on a déjà vu à ce moment-là. Il y a un historien américain qui travaille sur les camps britanniques dans le Kenya. Elle s'appelle Caroline Elkins. Elle parle d'un goulag britannique dans le Kenya. Je ne sais pas si on pourrait aussi parler d'un goulag français en Afrique du Nord. En ce qui concerne la résistance à Alger, on a vu que le nom des acteurs principaux est très connu. On parle par exemple des 5. Mais Luc Rudolph a très bien expliqué que l'histoire de la résistance à Alger a été bouclée, verrouillée par Rigaud et Dastier. Et ce qu'il raconte là, le document qu'il nous a montré, m'a fait réfléchir à ce qui s'est passé avec beaucoup de résistants après la guerre, c'est-à-dire que l'histoire des mouvements de résistants et la nomination des résistants pour des médailles et la carte de volontaire de résistance, tout ça a été... c'était pas exactement méritocratique.
Et j'aime rappeler le cas de Julia Pirotte, qui a été refusé la carte de volontaire de la résistance 2 fois dans les années 70. Elle a dit par la suite, moi j'ai travaillé pour la France, j'ai résisté pour la France, si la France n'a pas pu reconnaître ce que j'ai fait, tant pis, mais à mon avis, elle n'a pas eu cette reconnaissance parce qu'elle souffrait de 4 infériorités. Elle était polonaise, elle était communiste, elle était juive et c'était une femme. Donc ce que je veux dire, c'est que quand on écrit l'histoire de la résistance, il y a toujours ceux qui sont choisis et ceux qui sont mis de côté. Et c'est pour cette raison-là que je pense qu'il faut lever le voile sur cette résistance à Alger et en Afrique du Nord. On a parlé un peu des femmes, on a parlé aussi des résistants musulmans. Ethan Katz nous a raconté l'histoire de Mohamed Kessous. Et je pense que ça nous ouvre une porte très importante pour poursuivre ces recherches. Sur la question de la France, les Français libres, la France combattante, l'armée de la libération, je voudrais reprendre un élément, c'est que c'est cette question du panachage ou de l'amalgame entre les forces françaises libres et l'armée de l'Afrique. Qui s'est passé dans l'été de 1943. Une question que je me pose, c'est comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé d'une manière courtoise ou est-ce que ça a été très difficile, puisque c'était deux armées qui ont été divisées non seulement par le fait d'avoir fait des choix différents en juin 40, mais d'avoir fait des choix différents et même ils se sont combattus en novembre 1942. Donc est-ce que c'était une armée ou 2 armées? Et le commandant Cheron nous a donné des éléments hier en parlant de ses entretiens avec d'anciens militaires. Ce qui m'a frappé dans son récit, c'est ce qu'on appelle la mémoire, on peut appeler ça la mémoire divisée, là, donc la mémoire divisée des anciens militaires vichistes et les anciens militaires des forces françaises libres. Donc c'est une question que je voudrais, qui me paraît très intéressante, ces questions de l'armée française renaissante et jusqu'à quel point c'était une armée divisée. Il y a un autre élément dans cette armée de la libération que nous a souligné Christine Lévy-Stouzet, c'est-à-dire le rôle dans cette armée des troupes indigènes. Et nous a dit que l'épée de la France, au moment du débarquement, était composée de 60% de musulmans et les 3/4 de cette armée étaient africaines. Donc je n'ai pas eu le temps de revenir sur ces chiffres, mais je pense que cette question d'une armée largement composée des forces indigènes me paraît très intéressant. Sur la question de la guerre, les grandes puissances et l'opinion publique, Douglas Borch nous a démontré la jonction entre la grande stratégie des Alliés et le rôle des renseignements sur place. Et M. Metrella aussi a parlé à ce sujet. Et si Sébastien Albertelli aurait pu être avec nous ce matin, on aurait sans doute appris la même chose. On a appris aussi beaucoup de choses sur la rivalité entre les soi-disant alliés et entre les alliés et la France. Guillaume Piketty nous a fait un exposé excellent sur la position de la France, un nain parmi les géants. On a beaucoup appris sur la tension entre les principes, les idéaux des pays libres et le réel politique, le pragmatisme, surtout des Américains, mais pas seulement des Américains, de Churchill par exemple aussi.
Et on a beaucoup parlé, on a parlé du rôle de l'opinion publique, soit britannique, soit français, et l'histoire de son ralliement derrière De Gaulle. On a parlé de la communauté juive avec Ethan Katz et Nicole. On a parlé de la persécution brutale de Vichy, la persécution des Juifs brutale de Vichy, l'exclusion de jeunes Juifs de l'école. On a eu des témoignages formidables à ce sujet et comment cette exclusion, cette persécution a engendré la résistance juive en Afrique du Nord. On a parlé des Juifs comme intermédiaires entre les Européens d'une part et les musulmans d'autre part. Et j'étais très frappé par ce que le professeur Kadri nous a dit à propos du dialogue judéo-arabe ou judéo-musulman. Donc c'est quelque chose de très intéressant. On pourrait dire beaucoup plus là-dessus. Et dernièrement, sur la communauté musulmane, là encore, le professeur Kadri nous a expliqué que nous sommes confrontés par 7 ou 8 millions d'indigènes musulmans qui ont été plus ou moins oubliés, mais qui on est en présence d'une sorte un réveil du mouvement nationaliste à ce moment, face à la défaite française, face aux chartes de l'Atlantique. Mais il nous explique très bien que les leaders musulmans ont été condamnés, réprimés, et que cette répression du mouvement nationaliste musulman et algérien a été non seulement la responsabilité de Vichy ou de Giraud, mais aussi des Français dits libres. Alors, pour les chantiers de demain, rapidement, il y a un certain nombre de choses que je soulignerai qui méritent peut-être plus de considération. Luc Rudolph nous a parlé du double jeu des policiers. Et je pense que il est rare que telle ou telle personne soit 100% vichiste ou 100% résistant. Les gens ont plusieurs personnalités, plusieurs identités. Vous avez évoqué le cas tout à l'heure de Ferhat Abbas. Donc, dans une situation de pression, tout le monde est obligé de jouer sur plusieurs registres et plusieurs identités. Et je pense que c'est une question intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce qu'on peut appeler l'après-torch, ce qui s'est passé au début, si vous voulez, de l'année 43. On a parlé de la libération des résistants et de ceux qui étaient internés dans les camps, les libérations de ces gens entre mars et juillet 43. Je voudrais savoir davantage sur le devenir de ces internés. Cela est lié à la question du recrutement de l'armée française, de l'armée dite de libération, pendant l'année 43. Nicole nous a parlé des bataillons de travail, enfin qui sont devenus les pionniers de Giraud. Je pense que vous allez parler cet après-midi du corps français d'Afrique. Oui, très rapidement. C'est un élément, un corps qui m'intéresse beaucoup parce que, d'après ce que je sais, c'est un corps français qui a été composé entre autres par des Espagnols républicains, des Juifs, je pense des musulmans. C'est une sorte de poubelle, une sorte d'armée poubelle ou une sorte d'armée à côté de l'armée française. Je ne suis pas un historien militaire, Guillaume peut-être peut m'éclairer là-dessus, mais j'étais frappé par ce que Nicolas dit hier sur ces Juifs dans les bataillons de travail.
Et vous avez parlé de l'entretien, enfin de ce papier découvert avec lequel Aboulker a confronté Giraud. Et Giraud, la pensée de Giraud était de recruter ces gens dans l'armée, mais sans leur donner le statut d'ancien combattant, ni de leur donner le statut de citoyen. Et pour moi, c'est une tension là entre les impératifs militaires qui demandent que le maximum de gens soient recrutés dans l'armée et les préjugés religieux et raciaux qui perdurent. Toujours dans l'après-Dodge, je pense qu'il y a des choses qu'on peut continuer à discuter autour de, par exemple, de cette question du rétablissement du décret Crémieux et le dialogue judéo-musulman autour de ces questions de citoyenneté. Je pense que c'est très intéressant. Et là encore, pour l'après-Dodge, essayer de revenir sur ce lien entre la libération et des massacres de mai 1945. On a eu le cas, on a parlé hier du cas très intéressant d'André Acciari, et on a posé la question, est-ce que ce type-là s'était égaré? Et Luc Rudolph a dit que non, c'était un patriote excessif. Et pour moi, enfin, je ne sais pas si cette réponse me convainc tout à fait, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu de contradiction nécessaire entre la libération du territoire qui devait refonder la grandeur française et la répression du nationalisme algérien ou du nationalisme dans n'importe quelle colonie française. Donc j'étais très frappé quand j'ai écrit mon bouquin du fait que les Français qui ont fait partie du gouvernement provisoire à Alger ou qui ont fait les gens autour de Gaulle, comme Jacques Soustelle par exemple, 10 ans plus tard, ils reviennent en Algérie pour réprimer l'insurrection algérienne. Ce qui m'amène à un autre point. Et là, j'ai dit ce matin à Tramor Kemener que j'étais d'accord avec lui sur la question de la République coloniale comme cadre d'analyse. Je pense que ce cadre d'analyse de la République coloniale nous aide à analyser, par exemple, les armées, non seulement l'armée de libération et son côté multinational, colonial et avec son important et sa majorité d'éléments indigènes, ça nous aide aussi à comprendre l'armée française de 40, parce que Madame Lévis-Touzet, j'ai vu son papier, c'est un petit élément que tu n'as pas eu le temps de citer. Elle a dit que parmi les prisonniers de guerre d'une certaine unité française, je pense que c'est après la bataille de la Somme, il y avait parmi ces prisonniers de guerre 60 000 Algériens, 18 000 Marocains et 12 000 Tunisiens. Donc, au début de la guerre, aussi bien qu'à la fin de la guerre, on est en présence d'une armée remplie de soldats indigènes. Et c'est la même chose dans l'armée britannique. L'armée britannique, c'était surtout des gens des Indes, bien sûr aussi des Canadiens et des Australiens, mais énormément d'Africains et d'Indiens aussi dans l'armée britannique. J'arrive presque à la fin. Juste trois choses à dire, peut-être 4. La mémoire collective, on a beaucoup parlé de la mémoire collective. On a parlé de ceux qui sont les gens et les éléments et les personnes, les mouvements qui sont retenus, ceux qui sont mis de côté. On a parlé des oubliés, des marginalisés, ceux qui sont occultés. Là encore, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la mémoire. Guillaume nous a parlé de l'histoire des émotions, et là encore, je pense que c'est une piste qu'on pourrait développer. Le genre.
Alors, à ce point-là, je dois me signaler que, vous savez, dans le monde anglo-saxon, on n'a pas le droit d'aborder n'importe quel sujet historique sans évoquer l'analyse autour de la question du genre. Et sans vous fâcher, je pense que les Français sont un tout petit peu en arrière des anglo-saxons dans ce domaine-là. Je suis ravi que vous parlez d'un projet sur les femmes du 8 novembre, mais je suis coupable moi aussi parce que dans mon PowerPoint, il y avait une seule femme. On a vu tellement de têtes de bons hommes que ça me fatigue un peu. Mais, parmi les noms qui ont été cités, Isabelle Nézrine Déjal-Nouri, la femme de Jacques Tarbé de Saint-Ardouin. On a parlé des femmes qui ont cousu des slips pour cacher des revolvers, mais ça m'intéresse beaucoup. Mais quel était le rôle? Il y a toujours un rôle pour les femmes dans la résistance, que ce soit comme agent de liaison, comme... Il y a toutes ces choses. Donc, moi, je m'intéresse à des gens, à des femmes aussi qui tirent sur les Allemands. Ça existe. Donc, et la question de genre n'est pas seulement la question d'homme-femme, mais aussi la question de masculinité-fémininité. Et là encore, Ethan Katz nous a ouvert une piste sur la masculinité que je pense qu'il faudrait bien suivre. Et question finale sur les sources. J'étais ravi que le commandant Choron nous parle des témoignages et de l'histoire orale, parce que là encore, je pense que l'histoire orale, la question de l'histoire orale a été mise de côté explicitement par François Bédareda. Il nous a dit il y a 30 ans, il faut écrire l'histoire de la résistance sans faire référence à l'histoire orale. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui, j'ai démontré cela dans mon bouquin, mais je pense que l'histoire orale, les témoignages, c'est une source très très importante et il faut l'exploiter. Merci beaucoup.